On va avoir déjà différents types de collagène. Quand on parle d'un ingrédient, il y a différentes formes. Si on prend le collagène tel quel, aujourd'hui, il ne sert à rien parce que la molécule est trop grosse pour pénétrer les couches de la peau. Là où ça peut devenir un petit peu plus intéressant, c'est quand on... AVS avec Philippe Robichon. AVS et en anglais, ça veut dire à votre skin ce matin. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois 2 experts du skincare et nous verrons ce que c'est que ce matin. Coralie Peterman est avec nous. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes docteur en data science, blogueuse beauté et du bien-être, serial entrepreneuse et vous avez créé Chocomag il y a 10 ans. C'était quoi Chocomag ? Un Chocomag à la base c'était une passion, c'est un blog beauté que j'ai créé en parallèle de mes études et puis aujourd'hui ça fait entièrement partie du projet qu'on a créé avec Laurent, du coup mon associé. Qui est notre deuxième invité qui s'appelle Laurent Pan. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour. Vous êtes expert en soins du visage, hein. Vous avez travaillé dans plusieurs entreprises, des monstres d'ailleurs. Hein. L'Oréal, dont leader mondial, j'imagine. Ouais. Voilà, juste ça, qui a très bien performé en 2022. Donc j'ai travaillé dans des marques comme Lancôme, Biotherm, entre autres. Voilà, vous êtes expert vous aussi en soins du visage. Et vous avez marqué, et tous les deux, vous avez créé un outil qui s'appelle My Beauty Coach MBC. Donc 7 minutes pour déterminer son type de peau, c'est ça ? Exactement. Apprendre à connaître sa peau et derrière surtout avoir des recommandations de produits précis qui sont adaptés pour ses besoins. C'est un outil de diagnostic en ligne. Exactement. Voilà, il faut répondre à un certain nombre de questions. Je ne sais pas si la plupart des gens qui nous écoutent connaissent d'ailleurs leur type de peau. Eh ben, en général, non. C'est très compliqué de connaître son type de peau parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu d'expertise ou savoir quel test faire à la maison pour pouvoir identifier son type de peau. Et vous déterminez le type de peau, mais sans examiner les gens. C'est juste à partir de questions. Hein. Et exactement. Nous, aujourd'hui, sur le diagnostic, on l'identifie à partir de questions qui sont posées, mais ce ne sont pas des questions du genre « quel est ton type de peau ?» puisque les gens ne le savent pas. Ça va être vraiment des questions plutôt détournées. Est-ce que tu vois que ta peau va luire à certains moments de la journée ? Est-ce que ta peau va être dans tel état ? Et ça nous permet de déterminer approximativement quel est le type de peau de la personne. Bon, en même temps que vous écoutez l'émission, vous pouvez googler Mon Beauty Coach MBC et vous faites votre diagnostic en ligne. Mais si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de skincare. Objectif Belle Peau, c'est votre premier livre chez Albin Exactement. Michel. Je me suis toujours demandé quand j'étais petit ce que ça voulait dire skincare quand c'était écrit sur les pots de crème. Ça veut dire quoi skincare ? C'est soin du visage tout simplement. En anglais. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes, des experts skincare. Hein. D'ailleurs, les premiers gros succès de la toile, c'était des gens qui s'intéressaient au maquillage et aux produits de peau. Exactement. Les blogueurs, les blogueuses beauté. Alors, par exemple, j'ai appris un truc dans votre livre, c'est que le collagène ne sert à rien dans les crèmes. Pourquoi ? Est-ce que c'est réducteur de dire ça ? Alors, on va avoir déjà différents types de collagène. Quand on parle d'un ingrédient, il y a différentes formes. Si on prend le collagène tel quel, aujourd'hui, il ne sert à rien parce que la molécule est trop grosse pour pénétrer les couches de la peau. En fait, les couches de la peau, il faut les voir comme un peu presque comme un millefeuille, mais on a plein de couches et il faut que ça pénètre parce qu'il y a des espaces qui sont microscopiques. Et la molécule de collagène, elle est trop grosse, donc elle ne peut pas pénétrer. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se poser à la surface et elle va gonfler. Et donc, ça fait en sorte que ça hydrate un petit peu la peau, mais très, très, très en surface. Là où ça peut devenir un petit peu plus intéressant, c'est quand on casse cette molécule de collagène et on dit c'est du collagène hydrolysé. Et là, la molécule est plus petite et du coup, elle peut pénétrer à travers les différentes feuilles. Donc là, ça hydrate un petit peu plus longuement, mais bon. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention quand on choisit sa crème. Sur le collagène, oui. Donc, plutôt aller chercher du collagène hydrolysé. Après, il ne faut pas non plus tomber dans un écueil, c'est-à-dire que le collagène aujourd'hui, c'est un petit peu vendu par les marques comme étant un truc génial, anti-âge, ça repulpe ta peau, etc. Parce que dans la réalité... Alors, ça repulpe pas ta peau ? Ça repulpe juste temporairement. Dès que ça reste un petit peu dans la peau, et après ça part. C'est comme l'acide hyaluronique, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Là où le collagène de notre peau, lui, il reste vraiment en profondeur. Et le collagène même hydrolysé, il ne va pas venir... restocker la quantité de collagène qu'on a dans la peau, quoi. Bon, j'ai vu une célèbre actrice américaine qui vantait sur les murs pour une publicité une boisson à base de collagène. Ça a un intérêt, ça ?
Alors sur le collagène en complément alimentaire et en boisson, la communauté scientifique n'est pas complètement d'accord parce qu'en fait on a accès à plein d'études publiques qui sont faites par des universités, etc. où là il semblerait qu'il y ait un intérêt mais à des fortes doses, et par contre les marques nous vendent des petites doses en général et les marques font leurs propres études. Du coup c'est des études privées et nous en tant que consommateurs on ne peut pas y avoir accès. Du coup c'est un peu difficile de s'y repérer aujourd'hui sur le marché du complément alimentaire. Mais est-ce qu'il y a des études, par exemple, d'utilisatrices et d'utilisateurs qui sont faites pour savoir si ça fonctionne ou pas ? Eh bien justement, il y en a une qui est faite et qui a été poussée par une autre influenceuse sur YouTube, où elle disait qu'il fallait à peu près combien ? À peu près 10 Je crois qu'elle parlait de 10 grammes de collagène par jour. Parce qu'elle avait fait ses propres recherches, elle avait trouvé des publications scientifiques qui parlaient d'un effet à partir de 10 grammes. Mais encore une fois, c'est des publications publiques. Et si dans le domaine du public, on n'a pas fait d'études sur des plus petites doses, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est juste que on ne sait pas. Et souvent, dans les cosmétiques, on ne sait pas. Alors, on ne va pas dire qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on est encore en train de chercher pour trouver la vraie preuve. Par exemple, quand on parle de certaines molécules comme le phénoxyéthanol, qui est un conservateur, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, donc on sait se positionner dessus pour dire si c'est dangereux ou pas pour la santé, si c'est dangereux pour la femme enceinte, si c'est dangereux pour les enfants. Mais par contre, il y a une autre molécule, par exemple, en ce moment, qui est en train d'être très, très, très étudiée par les scientifiques, c'est l'acide salicylique. Et vu que les études prennent des années et des années à être faites et des fonds qui sont juste monstrueux, forcément, aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Alors Laurent, est-ce que vous savez, vous qui avez travaillé dans le milieu, pourquoi une marque de skincare dépense 50% de son budget en marketing et pas en recherche et développement ? Ça c'est une question qui fait mal. Mais ce qui serait logique finalement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dépense plus en marketing ? Tout simplement parce qu'on a besoin de se différencier de ses concurrents. Si les concurrents font des très bons produits et que nous on fait des très bons produits, que les deux produits sont entreposés chez un pharmacien, c'est très difficile pour un consommateur lambda de savoir quelle est la différence entre les deux. Mais si l'un a un packaging qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus rose, beaucoup plus je sais pas quoi, etc., et que l'égérie sur la pub, elle est hyper connue, elle a fait, je sais pas, une série Netflix qui a hyper bien fonctionné, et forcément, le choix va se tourner vers ce produit-là plutôt que l'autre. Si ce sont des produits qui sont équivalents. Parce que finalement, les problèmes de peau, ils sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas au fil des années, quoi. Vous les recensez d'ailleurs dans votre livre. Ce n'est pas le livre de dermatologue. Hein. Là, absolument pas. Non, on ne veut pas se positionner du tout. Non, mais c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Voilà, vous êtes dans l'aspect... c'est de l'aspect, finalement. Exactement. Il y a l'aspect, il y a le fait de pouvoir diminuer certaines imperfections, etc. Mais on ne traite pas des pathologies dermatologiques. Donc tout ce qui va être eczéma, psoriasis, etc., on en parle très rapidement, mais on précise bien dans le livre qu'il faut consulter un dermatologue pour ça, quoi. Aujourd'hui, l'offre est très importante en termes de crèmes et de produits beauté. Il y en a presque autant que de produits frais et de yaourts. Et il faut dire que les consommateurs sont complètement perdus parce qu'ils ne savent pas lire forcément les étiquettes et qu'ils sont prêts à croire toutes les allégations qu'on va bien vouloir donner sur tel ou tel produit. Qu'est-ce qu'il est important de savoir avant d'acheter un produit ? C'est hyper compliqué en fait de savoir détricoter un peu un produit quand on n'y connaît rien. Je pense que c'est vraiment important d'avoir envie d'apprendre, de s'éduquer sur le sujet, et je pense qu'il faut aussi avoir un regard critique, ne pas s'arrêter à ce qui est écrit sur le packaging, parce que évidemment les marques vont vouloir nous vendre du rêve à chaque fois, et je pense qu'il faut savoir bien détricoter ça et comprendre exactement ce qu'on se met sur le visage. Et du coup, une des solutions qu'on a trouvées nous, c'est d'éduquer le consommateur sur la lecture des listes d'ingrédients. On sait que c'est compliqué, mais en même temps, si on ne lit pas les ingrédients qu'il y a, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la crème. Et c'est pour ça que connaître un petit peu les ingrédients stars aujourd'hui, ceux qui ont une vraie efficacité sur la peau et qui ont été prouvés comme étant efficaces, si on peut les reconnaître, c'est le mieux. Comme ça, on sait qu'ils sont en il y a tel ingrédient dans la formule. Et en plus, dans la liste d'ingrédients, le pourcentage de dosage de l'ingrédient est en ordre décroissant. Donc le premier ingrédient, c'est celui où il y en a le plus. Le dernier ingrédient, c'est celui où il y en a le moins. Donc plus il est haut et plus c'est un ingrédient qu'on connaît et qui est efficace, plus on se dit, potentiellement, c'est efficace. D'accord. Est-ce que vous proposez, vous, des listes de produits qui fonctionnent vraiment ?
Ah bah bien évidemment, c'est bien pour ça qu'on a créé Mon Beauty Coach. Et d'ailleurs, tous les produits qu'on a sur notre e-commerce, ils ont été choisis, testés par notre équipe et on les a vraiment sélectionnés un par un. Donc il y a des marques qui ont peut-être 50 produits à nous proposer, nous on en prend 3. D'accord. Et qu'est-ce qui garantit votre indépendance dans le choix que vous faites des produits ? Alors, je dis ça parce qu'il y a cette idée que les influenceurs beauté, ils sont achetés par les marques, ils font. Et c'est pas une question piège que vous vous posez. C'est une question piège. Mais finalement, qu'est-ce qui garantit finalement que c'est vraiment les produits dont vous avez testé l'efficacité, que vous préférez, que vous mettez en avant, et pas que les marques vous ont acheté ou envoyé en week-end à Chef Shawen avec Tariq. Non, c'est pas du tout sponsorisé en fait. Pour rentrer dans notre diagnostic de peau et que ce soit des produits recommandés, c'est vraiment nous qui les choisissons. En fait, l'avantage d'avoir nos réseaux à côté, c'est que ça nous permet de découvrir plein de produits, parce que les marques nous envoient gratuitement des produits, et ça depuis plusieurs années. Et c'est ça qui a construit notre expertise. Maintenant, on teste sur la main un produit, on est capable tout de suite de savoir si la texture est agréable, s'il est beaucoup parfumé ou pas par rapport aux produits en moyenne dans cette gamme-là. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'être des experts skincare aujourd'hui. Et quand on adore un produit tous les deux, c'est là où on se dit il y a peut-être un intérêt à le faire rentrer dans notre diagnostic de peau pour adresser tel problème. Du coup, finalement, c'est un écosystème qui nous aide à proposer un meilleur service, mais c'est pas du tout sponsorisé, c'est pas du tout biaisé. Ça, c'est important de le dire. Exactement. Aucune marque ne paye pour être chez nous et aucune marque ne paye aucun séminaire ou quoi que ce soit. Non. Pas de week-end à Chef Shawen avec Tariq. Malheureusement, mais voilà. Mais c'est important de le dire pour savoir d'où vous placez pour parler. Alors, il y a énormément de produits, il y a énormément de produits qui sortent. Est-ce qu'il y a vraiment, en termes de produits de la peau, des innovations ? Vraiment des trucs révolutionnaires en se disant, tiens, ça a révolutionné la façon dont on traite le soin de la peau ? Alors, il y a de moins en moins d'innovations, ça c'est clair, parce que c'est de plus en plus difficile de découvrir des nouvelles molécules, etc. Parce que là, on a quand même un beau catalogue qui existe sur le marché skincare aujourd'hui. Après, les innovations, ça va plutôt être dans les concentrations des ingrédients. Là, par exemple, il y a des marques qui commencent à proposer des produits aux peptides de cuivre de plus en plus concentrés. Et c'est une molécule qui est hyper apaisante et qui aujourd'hui coûte extrêmement cher. Je crois que c'est de l'ordre de 200 000 € le kilo, quelque chose comme ça. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de marques qui en proposent du coup. D'accord. Et pour quel effet donc C'est apaisant, réparateur, c'est très anti-âge aussi du coup. Donc ça fait partie des innovations. Vous avez travaillé, Laurent, dans une marque qui met toujours en avant son innovation permanente. Mais est-ce que vraiment dans les produits, il y a vraiment beaucoup des révolutions et des innovations où on en est toujours à la crème Nivea dont nous parlait Tariq tout à l'heure? C'est intéressant parce que la crème Nivea du coup appartient au groupe Beiersdorf et dans le groupe Beiersdorf, il y a une autre marque qui s'appelle Eucérine. Donc, qui est une marque de parapharmacie et eux viennent de mettre en avant une molécule qu'ils ont trouvée après je ne sais plus combien, plus de 10 ans de recherche. Et c'est une molécule qui serait apparemment immensément plus efficace contre les taches cutanées. Donc ça, c'est un gros problème parce qu'actuellement, on avait des ingrédients comme la vitamine C, l'alpha-arbutin, l'acide tranexamique dont tout le monde parle depuis 2 ans parce que ça a été un acide qui a été plus mis en avant. Et eux, selon leurs études qu'ils ont faites, ils ont montré que le thiamidol, qui est leur ingrédient, serait immensément plus efficace. Donc ça, typiquement, c'est potentiellement une vraie innovation de rupture parce que c'est une vraie innovation de rupture tout simplement parce que en termes d'efficacité, c'est sans pareil et ils sont parvenus à développer cette molécule parce qu'ils ont changé la manière d'étudier les molécules derrière. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce détail. Mais quelle est l'action sur les taches? Alors, ça les fait disparaître ou ça les couvre? Ça les fait disparaître, bien évidemment. Ça les fait disparaître, c'est ça qui est... Là, on parle de skincare, on va pas partir sur le maquillage... Donc, il n'y a rien qui va couvrir. Je ne sais pas tous les matins qu'on parle de skincare ce matin. Alors, on en parle jusqu'à 10h de la beauté de votre peau avec mes 2 invités, Coralie Peterman qui est avec nous. Et vous êtes venu avec Laurent Pan. Et tous les deux, vous avez créé un outil qui s'appelle Mon Beauty Coach. Et vous êtes là pour parler de votre premier livre qui vient de sortir chez Albin Michel et qui s'appelle Skincare, Objectif Belle Peau. Bien, vous parlez de routine. Alors c'est un peu la mode de parler de morning routine. Vous parlez de routine de peau. Il y a combien de modèles de routine, en gros? Il n'y a pas vraiment de règles en fait pour sa routine.
En gros, on va parler de routine minimaliste, de routine complète, mais après, chacun est libre de... Il y a la routine intermédiaire aussi. Exactement. Alors ça, c'est ce que nous, on a fait. C'est ce que nous, on propose dans notre diagnostic. On a découpé ça en 3 types de routines, mais après, chacun est libre d'adapter le nombre d'étapes. C'est chacun... comme chacun aime utiliser les produits de beauté, etc. Donc, une routine, c'est quoi? Si on devait expliquer aux gens ce que c'est qu'une routine. Nous, on identifie la routine indispensable comme ayant au moins 4 étapes. Et on ne va pas parler en termes de produits, mais en termes d'étapes. Alors, on vous écoute. La première étape, c'est de nettoyer sa peau, tout simplement. Donc, si c'est le soir, on la nettoie bien. Si on a du maquillage, il faut la démaquiller quand même avant. Pourquoi ? Parce que bien nettoyer sa peau, c'est permettre au prochain produit de bien pénétrer à travers les différentes couches de la peau. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de hydrater la peau. Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'hydrater la peau ? Parce que, imagine un raisin. Il est bien hydraté. Quand il est déshydraté, qu'est-ce que ça devient ? Un raisin sec. Et la peau, c'est pareil. Donc, sur le long terme, en fait, la peau se déshydrate. Toute la journée, elle se déshydrate comme un vêtement que tu accroches qui est en train de sécher. Et il faut éviter cette déshydratation parce que c'est ça qui crée les rides, les ridules, les imperfections, etc. Et alors, est-ce qu'en buvant, finalement, j'hydrate ma peau ? Est-ce que ça suffirait ? Alors, ça peut aider un petit peu. Le lien n'est pas hyper directement établi entre le fait de boire 3 litres d'eau et avoir une peau bien hydratée. Pourquoi ? Parce que pour éviter la déshydratation, c'est beaucoup plus efficace de mettre une couche par-dessus que d'essayer d'apporter beaucoup d'eau de l'intérieur qui se déshydrate en même temps, quoi. En fait, tu as un phénomène qui s'appelle la perte insensible en eau qui fait que toute la journée, ta peau va perdre un tout petit peu d'eau. Et si tu mets pas une couche un petit peu occlusive, alors ça peut être par exemple le sébum. C'est pour ça qu'on dit que les peaux grasses en général, elles rident moins vite que les peaux sèches. Alors le sébum, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? Le sébum, c'est le gras qu'on a sur la peau. Et qu'en général, on n'aime pas trop. Alors il y a beaucoup d'idées reçues sur le sébum, notamment qu'il faudrait sécher, c'est-à-dire assécher sa peau. Et vous dites qu'au contraire, si on lutte contre ça relance le cycle de production du sébum. Exactement. En fait, le sébum, le but, c'est de le réguler, mais pas de le supprimer complètement. Parce que déjà, la peau, on lui envoie un mauvais message. Si on met trop de poudre matifiante, de produits matifiants, etc., la peau va se dire « Oh mon Dieu, je suis complètement déshydratée, il faut que je reproduise davantage de sébum. » Et on rentre un peu dans un cercle vicieux. Mais surtout, c'est ce qui nous protège la peau, c'est ce qui nous empêche de trop avoir la peau qui se déshydrate. Donc, c'est intéressant d'en avoir un petit peu. Mais après, quand c'est en excès, moi j'ai une peau grasse, donc je sais que quand c'est en excès, c'est pas non plus agréable. Mais il faut vraiment le réguler du coup. Donc, l'hydratation, qu'est-ce qui hydrate bien la peau, si c'est pas que boire ? Alors, si on ne souhaite pas que boire, il y a deux choses à faire. La première, ça va être d'apporter des molécules hydratantes à la peau. Donc, on connaît bien l'acide hyaluronique, on connaît bien la glycérine, on a parlé de collagène tout à l'heure. Toutes ces molécules-là, on les retrouve maintenant de manière assez courante dans les produits de soins du visage. Donc ça permet d'apporter l'hydratation. Et en fait, ces molécules, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont se positionner au niveau des différentes couches de la peau et dès qu'il y a de l'eau qui va essayer de s'échapper, hop, elle va les capturer. Et comme ça, l'hydratation reste dans la peau. Et ensuite, on essaie de mettre une couche, on a parlé tout à l'heure d'occlusivité, une couche occlusive, c'est-à-dire on va créer une barrière à la surface de la peau avec un petit peu plus de gras pour empêcher à l'eau en plus de s'échapper. Pour les quelques petites molécules d'eau qui auraient voulu s'échapper, clac, on les bloque. Mais vous avez parlé de molécules, mais est-ce qu'on sait quelle est la bonne quantité qu'il faut pour être bien hydraté ? Parce que s'il y en a très peu, est-ce que ça hydrate bien ? Très bonne question. Si on a trop peu, non. Clairement, ça ne suffira pas. Si on a trop, ça peut même déshydrater la peau. Si tu suis un petit peu la logique, si tu mets trop de molécules qui absorbent l'eau de la peau, finalement, c'est elle qui absorbe tout et ta peau se déshydrate aussi parce que ces molécules-là finissent par disparaître. Donc, il faut trouver le bon dosage et ça va dépendre de chacun. Donc, si tu te sens bien avec un produit parce que tu sens que ta peau, c'est comme une peau de bébé après avoir mis le produit et que ça tient bien pendant plusieurs heures, nickel. Donc, deuxième étape, c'est l'hydratation. Ensuite, exactement. On a nettoyé, on a hydraté. Quelles sont les autres étapes ? Troisième étape, ça va être vraiment de cibler un besoin particulier de sa peau. Donc, si par exemple, on a des boutons, des imperfections, on va vouloir la purifier. Si on a des rougeurs, on va vouloir calmer, etc., etc. Et là, il va falloir choisir chacun des ingrédients en fonction de ces problématiques. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans le livre, qu'on a toute une partie sur la problématique et on explique quels sont les ingrédients qui... boutons et cicatrices. Bon, déjà, est-ce qu'il faut crever ces boutons ou pas ? Alors,
Alors ça, c'est un grand sujet, on nous pose très souvent la question et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le sujet. Nous, on pense que quand le bouton il a une grosse tête de pu, il vaut mieux le percer proprement. Donc on avait fait toute une méthode qu'on a détaillée dans le livre et aussi dans une vidéo YouTube. C'est pas simple de crever un bouton, je dis tout de suite, hein, on prend pas ses deux doigts et non. Surtout pas. Ah non, surtout pas. Non, le but c'est pas de s'exploser la peau et de se faire une blessure sur la peau, le but c'est vraiment de faire ça proprement pour évacuer le pu et faire en sorte que du coup ça soit un petit peu moins enflammé parce que le pu vient appuyer sur la peau et ça peut créer de l'inflammation. Là, le but, c'est vraiment de désengorger et après, on peut mettre un petit patch pour aider la peau à cicatriser. Mais il y a certains boutons où on voit que ça sort pas ou quand c'est juste de l'inflammation, il faut surtout pas y toucher. Là, ça sert à rien du tout. C'est pour ça que nous, notre premier conseil, c'est de désinfecter une aiguille, de percer un petit trou à la surface du bouton. Ça ne fait pas mal du tout vu que la peau est déjà hyper gonflée. Et là, quand on appuie, ça permet au pu de sortir beaucoup plus rapidement et au petit, la petite chenille, le petit asticot à l'intérieur aussi de sortir plus facilement. Parce que si la peau reste en surface sans petit trou et qu'on appuie, ça risque de casser la peau en dessous. Et du coup, le pu se diffuse à l'intérieur de la peau et on se retrouve avec plus de boutons. D'accord. Donc, si on a une peau à boutons, on a une routine bouton. Exactement. C'est ça. Il vaut mieux. C'est ça que ça veut dire. Ça va être une routine purifiante, assainissante, etc. Donc, une fois qu'on a purifié notre peau, qu'est-ce qu'on fait, Laurent ? Et si on est en journée, on finit par se protéger la peau avec une crème solaire. Donc ça, c'est très important. Tu me regardes avec un regard. Non, parce que je crois que c'est ce que dans votre livre, je vois de la crème solaire partout, même en hiver. Exactement. Si j'ai bien compris. Pourquoi cet usage de la crème solaire qu'on doit même mettre sur des paupières parfois ? Alors en fait, quand on parle d'UV, on confond souvent les UV avec les UVB parce qu'on va parler d'indice UV, de l'UVB pour les vacances, la plage, etc. Sauf qu'en fait, les UVA, ce sont ceux qui sont responsables du photovieillissement, donc c'est le fait de vieillir à cause du soleil. Eh bien, ils sont présents toute l'année au même niveau. Ce qui veut dire que vous utilisez la crème solaire toute l'année. Exactement. Là, on a de la crème solaire sur notre visage. D'accord. Mais c'est pas de la crème solaire de plage, attention, parce qu'il y a plusieurs textures aujourd'hui. Nous, moi je suis née dans les années 80, du coup à l'époque on avait que de la crème solaire de plage qui colle, qui est grasse, qui est vraiment horrible. Ça, nous on pourrait pas le mettre tous les jours sur le visage, c'est pas du tout agréable. C'est très bien pour la plage parce que ça colle bien sur la peau. Mais par contre en quotidien on va prendre des textures un peu plus élégantes, un peu plus fines, un peu plus poudrées aussi pour se maquiller par-dessus. Et ça aujourd'hui, on a un choix qui existe sur le marché du skincare. Oui. On commence à avoir un bon choix de texture. On va vous expliquer comment choisir sa crème solaire, parce que là aussi il y a beaucoup de débats sur les crèmes solaires, celles qui protègent vraiment, à quelle fréquence la renouveler, pas la renouveler. Donc encore, la crème que vous conseillez quand on n'est pas dans une période ensoleillée, c'est une crème différente en fait. C'est ça ? C'est-à-dire en fait c'est une crème à quoi ? À faible indice, Alors, c'est pas forcément l'indice qui va être plus faible. L'indice va être aussi fort, mais elle va être plus légère sur la peau en termes de texture. Donc, ça sera moins désagréable. On aura moins cet effet plage où on a un effet hyper blanchissant, hyper collant. Et pourquoi ? Parce qu'on est en ville, donc on ne va pas se baigner, on va pas transpirer, etc. Donc le produit ne part pas aussi facilement. Alors que si on porte ce même produit et qu'on est à la plage, qu'on est allongé sur le sable, qu'on va dans l'eau, il risque de partir en une baignade. Alors que là, les produits qui sont vraiment mastoc, désagréables, mais mastoc, eux, ils résistent peut-être un petit peu plus, quoi. Donc ça, c'est cette routine, on l'a fait en 4 étapes, hein, c'est ça ? 4 étapes, exactement. Bon, ça c'est une routine minimaliste. C'est une routine minimaliste. Après, on peut la décliner en effet. Chacune des étapes, on va pouvoir les décliner en plusieurs sous-étapes. Donc tout à l'heure, par exemple, on parlait de nettoyage de la peau. Pour les personnes qui sont vraiment férues de skincare, elles vont faire un double nettoyage de peau. Et nous, c'est ce qu'on recommande le soir, après toute la journée avec du maquillage ou de la crème solaire. On va préconiser d'utiliser un démaquillant avant. Comme ça, on enlève vraiment tout ce qui est en surface. Et les nettoyants qui vient juste après va permettre d'enlever, on va dire, les quelques résidus de saleté. Alors, les leaders mondiaux du skincare, les Coréens, eux, ont des maxi-routines. Comment on appelle ça ? On appelle ça le layering. Et en français, on appelle ça soit layering, soit millefeuille. Et il y a combien de couches ? Ça dépend. Ça peut être une dizaine. Ça peut aller à l'infini.
En fait, eux, le principe, c'est qu'ils vont démultiplier chaque produit. Au lieu de prendre juste un sérum et une crème, ils vont d'abord mettre une lotion, après ils vont peut-être mettre une essence, ensuite un premier sérum, un deuxième sérum s'ils ont envie. Des fois, ils vont peut-être faire un petit masque. Donc, ils peuvent démultiplier les étapes et se faire des routines à rallonge. D'accord. Et quel est l'intérêt d'avoir toutes ces couches, finalement ? Déjà, l'intérêt, c'est de pouvoir démultiplier les ingrédients actifs parce que tu n'as pas forcément tous les ingrédients dans le produit magique qui fait tout. Donc, quand tu as envie d'adresser plein de problématiques au même niveau, tu es un peu obligé à un moment donné de démultiplier les produits. Et il y a aussi le côté plaisir parce que eux, c'est vraiment leur passion. Ils adorent le skincare. Il suffit de rentrer dans un magasin de skincare coréen. Tu vois plein de produits. Il y a des trucs, tu te dis, mais on ne savait même pas que ça existait. Nous, on n'a pas ça en France. Non. Et puis la peau sans défaut. Hein. C'est zéro défaut a priori. Ils en prennent soin. Ouais, alors c'est a priori quand même, parce que quand on va en Corée, c'est un peu les deux extrêmes. C'est soit zéro défaut, soit énormément de défauts, quoi. Là, c'est l'Asie en général. Mais quand on a tellement de couches sur la peau, est-ce que les principes actifs, ils se neutralisent pas à des moments donnés, ou est-ce qu'il faut mettre les produits dans un ordre précis pour justement que ils agissent comme il faut ? Alors, il y a quelques ingrédients où on va plutôt éviter de les mélanger. Par exemple, des ingrédients irritants comme le rétinol, on va éviter de le mélanger avec d'autres ingrédients irritants. C'est un principe de précaution. Mais après, il y a des peaux très solides qui nous disent « Oh mais non, mais moi j'enchaîne AHA, rétinol, aucun problème ». Après, si la peau supporte, j'ai envie de dire, si ça leur convient. AHA et rétinol. Dans votre livre, on apprend d'ailleurs qu'il y a une version naturelle du rétinol. Exactement, le bakuchiol. Le bakuchiol. C'est-à-dire ? Alors, c'est un équivalent naturel du rétinol qui est d'origine végétale. Après, ça a des effets similaires, mais d'expérience, les effets ne sont pas forcément aussi intéressants que le rétinol. Ça va agir sur les rides, mais j'ai l'impression que ce n'est pas autant efficace. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Laurent. Les études qui ont été faites sur le bakuchiol montrent que, au niveau des problématiques de peau, on arrive à avoir une efficacité qui est à peu près similaire. Après, au niveau du mode d'action de la molécule, c'est très différent. C'est pour ça qu'on dit que c'est rétinol-like, ou ça ressemble au rétinol, mais en soi, ça n'a rien à voir avec le rétinol en tant que tel. C'est juste que ça agit sur les mêmes problématiques. Nos invités ce matin, Coralie Peterman et Laurent Pan, tous les deux experts skincare. Voilà, vous avez créé un outil pour déterminer déjà le type de notre peau, chacun. On peut avoir des peaux mixtes d'ailleurs, hein. On peut ne pas avoir qu'un type de peau, hein. Donc ça, vous le déterminez. 7 minutes en ligne, ça s'appelle Mon Beauty Coach. Voilà, l'outil de diagnostic, c'est gratuit, hein. Tout à fait, 100% gratuit. Voilà, on se connaît plus que Jean, et vous publiez Skincare Objectif Belle Peau chez Albin Michel. Donc il y a énormément de produits d'ailleurs, hein, puisque vous recensez tous les produits qu'on retrouve dans les crèmes qu'on achète aujourd'hui. Il y a toute la liste, et vous expliquez les versions. On parlait tout à l'heure de la version végétale du rétinol, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi cette mode végane de plus en plus. Non seulement la mode végane, mais est-ce que c'est bon pour la planète ? Enfin, il y a toutes ces choses-là, hein, qui n'existaient pas il y a 10 ans dans les marques. De très grosses questions. C'est un sujet hyper intéressant et qui est hyper clivant en fait, parce qu'on a tendance à penser que tout ce qui est naturel c'est forcément meilleur pour la planète, mais en fait pas du tout. C'est plein de nuances, c'est comme dans la vraie vie en fait. Faut pas. C'est du marketing. Exactement, parce qu'en fait, je dis pas que tout ce qui est naturel c'est pas bien. Il y a du bien et du pas bien dans des deux côtés, que ce soit naturel ou conventionnel. Mais quand on prend une huile d'avocat qui a fait 2 fois le tour de la planète avant d'arriver dans son produit fini, c'est pas forcément bon pour la planète au niveau de l'impact carbone. Mais c'est naturel. Donc on est d'accord, c'est naturel. Il faut se méfier en fait. Il faut se méfier et se renseigner un petit peu, quoi. Bon, vous nous expliquez dans votre livre comment sélectionner les bons ingrédients actifs et comment construire une routine de peau qui soit efficace, hein, parce qu'on ne peut pas tout mélanger en fait finalement. Si on veut être efficace, il faut quand même connaître les produits, c'est ça que ça veut dire. En fait, il faut connaître les produits, connaître les ingrédients et connaître sa peau. Ce qui est assez compliqué. Imaginons, par exemple, on parlait tout à l'heure d'AHA et de rétinol. Certaines personnes peuvent le tolérer. Mais si la personne a une peau sensible, on est quasiment sûr à 100% que la personne ne tolérera jamais ces deux ingrédients ensemble, parce que trop irritant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, avant même de connaître les produits et de comprendre les molécules, de connaître sa peau. Alors vous êtes plutôt peeling ou gommage ? Peeling. Nous, le gommage, ça fait des années qu'on répète que c'est pas forcément bon pour la peau d'utiliser des gommages à grains, parce que finalement, on se crée des micro-abrasions sur le visage et c'est pas très bon.
On a tous tendance à utiliser le gommage de manière hyper forte sur le nez pour se gommer les points noirs, etc. Et à la fin, si on regarde de près, en fait, on voit des micro-fissures sur la peau. Et ça donne en fait des taches cutanées, des fissures qui sont un petit peu plus foncées, etc. C'est un peu dommage pour la peau, quoi. Alors justement, cette question des points noirs, comment on s'en débarrasse en vrai? C'est l'éternelle question. Éternelle question. Les points noirs, déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, on a des pores sur la peau, donc c'est des petites poches. Et à l'intérieur du pore, on a le sébum qui est produit, donc le gras de la peau qui est produit pour protéger la peau. À certains moments, le pore, il est plus fermé. Et donc, le gras, il reste à l'intérieur et il finit par se solidifier et devenir une cire. Et cette cire, si au bout d'un moment, elle finit par pointer vers l'extérieur et qu'elle s'oxyde au contact de l'air, ça devient noir. Ça donne un point noir. Donc, imagine un peu une bougie avec une tête noire. Et en gros, ce qu'il faut faire avec un point noir, c'est de réussir à extraire cette bougie. Tu imagines bien que c'est pas très 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 facile. C'est pas évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'un des ingrédients les plus efficaces contre les points noirs, c'est l'acide salicylique, parce que il va bien se mélanger avec tous les corps gras. Donc lui, il va bien se mélanger avec tout ce qui est un peu cireux pour petit à petit le désincruster. Sauf que ça prend du temps. Et les gens n'ont pas de patience vis-à-vis de leurs points noirs. Ils préfèrent les extraire d'un coup en appuyant dessus plutôt que de passer 2 mois à utiliser de l'acide salicylique. Technique du bouton qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, vous, ce que vous conseillez, c'est donc d'utiliser pendant 2 mois l'acide salicylique, c'est ça? Exactement. Sous quelle forme? Sous forme de lotion ou sérum. En général, c'est plutôt liquide. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne conseille pas de l'extraire? Là, pour le coup, le point noir, ne pas l'extraire, c'est parce que tu t'enlèves la bougie, ok, mais le pore, il est vide. Il est probablement un peu plus dilaté qu'avant parce qu'on a appuyé dessus, on a un peu cassé la structure de la peau. Et du coup, ça se re-remplit avec du sébum. Et à nouveau, ça donne des points noirs qui sont encore plus gros. Alors, ce que vous expliquez sur ces fameux pores, il y a plein de légendes qui disent, voilà, tu prends des glaçons, tu les mets dans un gant de toilette, ça va resserrer les pores. J'ai entendu ça. Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça va avoir un effet temporaire. Tu vas avoir l'impression que tes pores sont resserrés, mais dès que ta peau va reprendre sa température normale, au bout d'un quart d'heure, en gros, tes pores sont à nouveau visibles. On parle de pores dilatés. Donc, quelle est la bonne technique, finalement, quand on estime que les pores de sa peau sont trop ouverts, trop écartés, trop visibles? Tu as certains ingrédients, comme le niacinamide à forte concentration. Le niacinamide, donc c'est un autre ingrédient actif très intéressant et qui commence à être assez connu aujourd'hui. Quand on le retrouve à 15 ou 20%, c'est connu pour faire un petit effet Photoshop-like sur la peau, un petit effet peau toute lisse. Mais après, faut pouvoir le tolérer parce que 15 ou 20%, c'est quand même bien concentré. Un effet Photoshop-like. Tu sais, comme sur les filtres Instagram où tu as la peau toute lisse. Faut m'expliquer. J'aurais besoin d'un filtre Instagram, mais toute la journée en fait. Le problème, c'est que si le filtre il reste que sur Instagram, c'est ça? Ouais, malheureusement. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Dans la vraie vie, c'est normal d'avoir des pores, c'est normal d'avoir de la texture sur la peau, mais avec tous les filtres aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a tendance à l'oublier. Alors, vous aimez bien les produits comme les sérums. Quel avantage est-ce que vous leur trouvez aux sérums? Alors, les sérums, ils vont pénétrer beaucoup plus profondément parce qu'ils ont une texture qui est aqueuse. Elle est beaucoup plus liquide qu'une crème qui a une texture beaucoup plus lourde. Donc, vu que c'est plus liquide, ça va mieux pénétrer dans la peau. Et c'est pour ça qu'un sérum, c'est en général aqueux avec beaucoup d'ingrédients actifs. Donc, on essaie de faire passer le plus rapidement possible les ingrédients actifs dans les couches profondes de la peau pour avoir une efficacité sur des problèmes spécifiques. Alors, il y a beaucoup de questions de Tariq de Paris. Pourquoi est-ce qu'on utilise la caféine pour les poches et les cernes sous les yeux? Alors, les poches et les cernes. Tariq, tu valides la question de Tariq de Paris ou tu la valides? sa question, et puis moi je me sens concerné. Alors, mais comment on fait pour faire partir les cernes? C'est une vraie question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute la cosmétique et le skincare, les problématiques de tout ce qui est contour des yeux, c'est là où les gens sont le plus mécontents parce que c'est hyper difficile à faire partir. Vous dites que c'est la partie la plus fine du visage. La peau est beaucoup plus fine que le reste du visage et par rapport au reste du corps, on n'en parle même pas. Et en plus de ça, difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut identifier quel est le problème qu'on a sur le contour des yeux. Est-ce qu'on a des cernes bleues? Est-ce qu'on a des cernes foncées? Est-ce qu'on a des poches de graisse? Est-ce qu'on a des poches d'eau? Etc. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas complexifier, mais c'est que si on n'identifie pas bien son problème, ça ne sert à rien, le produit qu'on achète. Donc typiquement, si on a des cernes qui sont foncées, plutôt
très pigmenté, très foncé, marron, etc., utiliser de la caféine, ça ne servira malheureusement à rien. Ah mince, on utilise quoi alors ? Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser de la vitamine C, qui va être beaucoup plus éclaircissante. On va utiliser de la crème solaire. On va utiliser des lunettes au quotidien, porter un chapeau. On va éviter que... Ah là là, on pourra faire la star avec ses lunettes de soleil. Faut prévoir pour le voyage, là. Ah mais non, mais c'est vrai que moi, je galère avec ce truc-là. On m'a dit de mettre des trucs froids, moi, une fois, des petites poches de... Vous m'entendez ou pas ? Ouais. On m'a dit de mettre des lingettes au frigo et après les mettre sur ses yeux. C'est vrai, ça ou pas ? Alors ça va avoir un effet, c'est un effet qu'on appelle vasoconstricteur, mais c'est temporaire. Vasoconstricteur, ça veut dire que tu vas mettre du froid et tes vaisseaux, d'un coup, ils vont se contracter, donc ta peau, elle va paraître un petit peu plus tendue, etc. sur le coup. Sur le long terme, pas sûr que ça change grand-chose, quoi. Tu vois ? Ni le café, ni le frigo, quoi. Bon, il y a un truc de maquilleur, c'est Préparation H, qui était une crème qui servait... aux hémorroïdes. Voilà. Pour les hémorroïdes sous les yeux. Vous connaissez ça ? Vous avez vérifié la rumeur ? Alors, vous ne connaissez pas. Donc, si vous ne connaissez pas, googlez. C'est un secret des stars à Hollywood. Tarek, toi, tu as utilisé récemment un savon. Oui, j'ai utilisé un savon noir acheté au Maroc. J'ai fait rajouter, j'avoue, des petites épices dedans. J'ai fait rajouter des trucs dedans. Ah, tu ne l'avais pas dit ça tout à l'heure. J'ai acheté un savon noir sauvage. Je ne l'ai pas acheté emballé, en pack. C'est vraiment au bled dans un bac. Le mec prend avec une cuillère, il fout dans un sac plastique. Je me suis lavé avec et ça m'a détruit la peau pendant 2 mois. De la tête aux pieds, mais vraiment en grosse profondeur. Grosse plaque, grosse plaie, c'était chaud. Ah bah, ça me rappelle une histoire personnelle aussi. Je travaillais aux Galeries Lafayette, j'étais sur le stand Lancôme à la vente dans mon premier stage et le matin même, je me lave avec une poudre de plante, une poudre de basilic, etc. Et là, je finis le visage tout rouge. Donc ça me rappelle ton histoire un petit peu. Et du coup, déjà, ça montre que tout ce qui est extrait naturel, même si on a l'impression que c'est bien, ça peut détruire la peau. Les meilleurs poisons sont dans la nature. Et le deuxième point, nous, par rapport au savon, on n'est pas hyper à l'aise à recommander ce genre de produit. Pourquoi ? Parce que ça décape la peau. En fait, la peau, elle a un pH qui est acide. Le savon, il a un pH qui est basique. Donc, c'est une confrontation entre les deux quand on nettoie. Et le savon, il n'a rien à perdre. La peau, elle a plus à perdre. Donc là, tu as mis des extraits naturels qui étaient probablement pas bons pour la peau, plus le savon. C'est ce qui explique tes 2 mois de convalescence. Et c'est normal que la peau ait mis 2 mois à revenir. Est-ce que la peau, c'est très long à... C'est une très bonne question. En place. Parce que quand même vraiment 2 mois, de mi-novembre à là, je crois, même fin janvier, j'étais encore dedans. La peau se renouvelle. Hein. On ne sait pas, on ne voit pas, mais la peau se renouvelle tous les mois. Exactement. C'est ça ? Donc tous les mois. Toi, tu dis que ça a mis 2 mois à retrouver à la normale, quoi. Oui, mais quand la peau est sensibilisée et qu'on rentre dans un cadre dermatologique, parce que là, pour 2 mois, c'est probablement ton cas, c'est pas étonnant que ça dure très très longtemps. Moi, j'ai déjà fait des réactions allergiques à certains produits cosmétiques, j'ai fait de l'eczéma sur les paupières, et après, pendant, c'était bien 3-4 mois, où à chaque fois que j'appliquais un produit qui sortait un petit peu de l'ordinaire, je mettais pas des trucs ultra apaisants, mais ça y est, ça repartait. Du coup, les problèmes dermatologiques, c'est vraiment compliqué, oui. 2 mois, c'est presque court finalement. Oui, mais j'ai développé de l'eczéma. Parce qu'après le traitement qui était très lourd, parce qu'on m'a donné un traitement assez lourd, j'ai développé de l'eczéma. Et comme je suis asthmatique, moi, je suis encore une peau plus propice à l'eczéma. Donc, c'était le petit point médical. Bien. C'est quoi la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée ? C'est la même chose ? Alors non, c'est différent. En fait, la peau sèche, c'est un type de peau. C'est-à-dire que la peau, elle est tout le temps sèche. Et la peau déshydratée, par contre, c'est un état de peau. C'est un état temporaire. Et ça va être lié aussi au manque d'eau dans la peau. Donc une peau grasse, moi c'est mon cas, ça peut être déshydratée. Et dans ce cas-là, on va avoir un excès de sébum. Et en même temps, sur certains endroits, on va sentir que ça tire, que c'est pas confortable. Et pourtant, on a la peau qui est grasse et qui luit. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment, ça c'est une question qui vient d'arriver, sur le relâchement du visage ? Est-ce qu'il finalement il y a des produits qui fonctionnent là-dessus ou pas, Laurent ? Alors, ou on ne croit pas les allégations de tous les produits qu'on nous vend ? Alors non, il y a des choses qui peuvent fonctionner là-dessus. Après, c'est plus les attentes du consommateur qu'il faut un petit peu réfréner. C'est-à-dire que quand on a le relâchement du visage, le bas du visage par exemple qui tombe ou les joues qui tombent, on a tendance à vouloir se dire « Ah bah là, mon visage il va totalement remonter et je vais avoir 10 ans de moins ». Honnêtement, en cosmétique, c'est compliqué. Sinon, il faut vraiment passer de 0 produit dans sa routine à 10 produits tous les jours, etc. Et encore. Après, moi, je le vois avec mes parents.
Mais Qu'est-ce qu'il y a avec vos parents? Avec mes parents, parce que moi, du coup, je travaille dans la cosmétique depuis un peu plus de 10 ans. Et c'est pour ça que vous avez l'air jeune, en fait. C'est parce que vous avez une bonne routine. C'est les gènes, je pense. Donc vos parents? Et mes parents, typiquement, moi, ma mère, avant, elle utilisait des marques très très chères, du genre La Mer, etc. Parce qu'elle se disait, plus c'est cher, plus c'est efficace. Le grand classique. Et depuis, je lui fais tester des produits à 10 €, 15 €, 20 €. Et elle ne met plus que ça. Et maintenant, quand elle regarde les photos avec ses amis, c'est jour et nuit. Avant, elle avait des énormes taches cutanées où on voit les taches de vieillesse qui apparaissent, etc. avec l'âge. Et maintenant, elle n'a plus rien de tout ça. Le visage est bien remonté, les joues sont remontées. Mais ça a pris du temps. Il faut vraiment avoir une croyance en l'efficacité du skincare pour y arriver aussi. D'accord, vous laisserez votre adresse mail et votre 06 au standard, comme ça toutes celles qui ont écouté et qui veulent votre recette vont vous appeler personnellement. Mais d'ailleurs, vous pouvez même nous écrire directement aussi. Comment on fait? Alors, vous pouvez nous écrire à diagnostic@monbeautycoach.com. diagnostic@monbeautycoach.com. Et sur les rides, il y a vraiment des choses qui fonctionnent, ou là aussi on reste dans des allégations de marques de beauté, de grandes marques? Non, il y a vraiment des molécules qui fonctionnent aujourd'hui. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, le rétinol, c'est vraiment la molécule star contre les rides aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres ingrédients qui peuvent aussi être efficaces. Mais il y a aussi tout ce qui est beauty device. Donc maintenant, les beauty device, c'est tous les outils technologiques, comme par exemple les masques LED. On l'a vu dans Emily in Paris, l'une des premières scènes de la dernière saison. Elle porte un masque LED. Et ça, aujourd'hui, c'est une technologie qui est quoi, hyper un masque efficace. LED? C'est un masque qu'on pose sur le visage et qui s'allume avec de la lumière rouge. Et en fait, la lumière rouge, on sait qu'il y a des études qui montrent que ça a un effet anti-âge et apaisant. Incroyable. Un masque LED. Exactement. Et pour les crèmes, c'est quoi la meilleure crème qui existe sur le marché là? Donnez-nous un truc, là, ce matin, sur Beurre FM, la crème qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vu venir, qui est vraiment, qu'il faut avoir dans son amour à la pharmacie. C'est difficile de répondre parce qu'en fait... Mais Laurent, c'est quoi votre crème préférée, par exemple? Alors, moi, ma crème préférée, ça va être une crème de la marque Biplane, par exemple, qui est une marque coréenne, qu'on trouve difficilement en France. Et pourquoi est-ce que je l'adore? C'est parce qu'elle est extrêmement calmante. Et moi, j'ai une peau qui est réactive au possible. Donc, ça s'appelle comment, donc? Biplane, Beplain. Et la crème, c'est la crème Cicaterol. Ça s'appelle. Coralie, vous, votre secret de beauté? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Non, mais celle vraiment, vous êtes sur une île déserte, vous partez pas sans. Ça va être une crème de chez Colibri. Donc Colibri, c'est une marque allemande et qui fait des crèmes hyper agréables. Et là, ils ont une crème de nuit avec un tout petit peu de rétinol à 0,05%. Il y a aussi de la centella apaisante et hydratante. Et du coup, c'est le combo parfait pour moi. Donc, c'est la marque Colibri ou c'est le nom de la crème? Colibri, c'est la marque, oui. D'accord. Et la crème, c'est la crème Colibri Skincare. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent? Je vous ai vu bouger la tête. Je l'utilise aussi le soir, donc... Souvent, on a les mêmes coups de cœur de toute façon. Le truc, c'est que vous m'avez dit une crème, donc moi j'ai pris une crème sans rétinol parce que je peux pas la porter le jour sinon. Ah bon? Le rétinol, on peut pas le porter le jour. Exactement. Et pourquoi? Parce que en fait, la molécule qui est le rétinol va pousser la peau à se renouveler et à faire en sorte que les couches supérieures de la peau partent. Donc, la peau est plus sensible au soleil. Je t'avais dit, arrête de porter ta crème au rétinol en journée. T'as pas voulu m'écouter, mais tu vois. Je me suis fait avoir. Tu t'es fait avoir. Bon, la suite est dans votre livre. Bon, il y a beaucoup de conseils, skincare, objectif belle peau chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, tous les deux. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée en santé sur Beurre FM.